Bonsoir à tous, ici Astrid de Ballon. Je suis ravie de vous retrouver ce soir dans le programme Révélation, les interviews des leaders de cœur. Et notre invité aujourd'hui est Théophane. Bonsoir Théophane. Bonjour Astrid. Bonsoir, bonjour. Ah, ça Bonsoir. C'est vrai qu'il couche tard en ce moment. Ravie de t'avoir parmi nous, Théophane. Un parcours très inspirant. Ce que Merci. je te propose, c'est je vais te présenter en quelques mots et après je te laisse la parole. Avec plaisir. Alors, qui est Théophane? Théophane, donc immigré asiatique du 93, qui a réussi à rentrer à la télévision, sur France 2 notamment, et à la TNT, pour collaborer aux côtés de Michel Drucker. Vous l'imaginez bien, devant 5 millions de téléspectateurs tous les dimanches. Mais pas que, c'est également Théophane, un jeune entrepreneur qui a lancé un projet complètement fou, l'opération Ma ville a du talent. Alors, contre l'avis de tous ses proches, de toutes les personnes autour de lui qui pensaient que c'était un projet beaucoup trop ambitieux et que ça ne marcherait pas, et ça a été un succès phénoménal, et c'est toujours d'ailleurs. Et ce que Théophane ne dit pas toujours, c'est qu'il est également chanteur, auteur, compositeur, c'est bien ça, Théophane? Exactement, ouais. Hmm. Bon. Écoute, ce que je te propose, Théophane, c'est de nous parler un petit peu de ce qui t'anime et qu'est-ce qui t'a poussé à construire et à faire tout ça. Le début de tout, c'est, je crois, l'envie de se réaliser, l'envie de vivre ses rêves. C'est une phrase un peu bateau, un peu banale, mais c'est la vérité. C'est l'envie de se réaliser, de ne pas passer à côté de sa vie. Parce que moi, j'ai eu un père qui a vécu une dépression nerveuse quand j'étais adolescent. J'avais 17 ans, 18 ans. Et quand j'ai vu ce père qui était donc un mec qui était autoritaire, qui avait des principes, qui était voilà assez rigide, et que quand je l'ai vu flancher, ça m'a choqué et je me suis posé la question, je me suis demandé mais pourquoi papa vient de subir une dépression nerveuse, pourquoi tout d'un coup c'est un légume, pourquoi il est sous antidépresseur, pourquoi tout d'un coup je le vois pleurer alors que c'était la figure paternelle hyper stricte, je veux dire c'était enfin je veux dire moi il Rock. m'impressionnait donc Ouais, c'était ton rock en fait. c'était ouais et enfin le rock c'était plutôt ma mère en fait. Mais quand j'ai vu cette figure paternelle totalement plongée dans la dépression, je me suis posé la question mais de savoir pourquoi et je voulais surtout pas revivre ça et je me suis dit je voudrais pas que ça m'arrive moi quand j'aurai 50 ans. Et parce que voilà, j'ai analysé les choses et je me suis rendu compte que en fait, mon père à 50 ans, il prenait conscience que il passait à côté de sa vie, qu'il n'avait pas réalisé le job qu'il aurait voulu faire. Il se retrouvait dans un cabinet d'expertise comptable. Et puis finalement, les chiffres, ça lui plaisait pas du tout. Il n'était pas fait pour ça. Enfin, il se rendait compte que finalement, ses collaboratrices qui travaillaient dans son cabinet étaient meilleures que lui, alors que lui était censé être le patron. Enfin, donc il se trouvait pas du tout à sa place. Enfin, il Tu avait as compris ça à simplement. 17 ans, en fait, que tu avais quel âge? 15 ans, 17 ans, Moi, tu me dis? ouais, j'étais jeune adulte, 17 ans. C'était le moment des choix scolaires, des choix Ouais, c'est ça. Et tu as professionnels. réussi à comprendre que ton papa faisait une dépression à cause de ça. En fait, que son chemin de vie, son parcours de vie ne lui correspondait pas, qu'il n'était pas heureux dedans et que c'était ça qui l'avait. Ben oui, il nous disait que il se sentait pas à sa place dans son job, que finalement il aurait préféré faire un autre métier, qu'il était peut-être plus manuel qu'intellectuel, que finalement les chiffres ça lui plaisait pas, qu'il avait bossé dans d'autres entreprises avant d'être parce il pensait lui qu'il fallait qu'il soit autonome, indépendant et qu'il ait son cabinet d'expertise pour être heureux. En fait, quand il est devenu expert comptable et qu'il avait son cabinet avec ses collaboratrices, où ils étaient une dizaine, il se rendit compte que finalement, il n'était pas du tout à sa place et qu'il n'était pas compétent pour ça. Découvrir ça, enfin, en tout cas, en prendre conscience à 50 ans, c'est une vraie claque dans la figure. Donc, parce que Ouais. là, à 50 ans, tu peux pas refaire un autre métier, tu peux pas reconstruire une autre carrière. Alors, tu Et peux, tu peux. Malheureusement, tu sais, il y a encore beaucoup, ouais. tu vois, de personnes de notre génération, tu vois, qui vivent ça.
Et oui, c'est possible même à 50 ans Oui. de switcher et s'autoriser une carrière à 50 ans. Je crois que c'est Picasso, en fait, il s'est révélé à partir de 60 ans, Il y a eu 55, beaucoup, 60 ans. Il y en a plein, en fait. Donc, beaucoup c'est d'artistes. possible. Mais voilà, Dans le domaine artistique, c'est peut-être plus facile, je sais pas, de se révéler, enfin de se révéler tard. Je pense à des acteurs, notamment celui qui faisait les Chevaliers de l'Arche perdue. C'était comment il s'appelait cet acteur qui a été révélé très tard aussi. Bref, en fait, en réalité, je suis d'accord, tout est possible, mais là, en l'occurrence, bon bah mon père, il se voyait pas recommencer à zéro à 50 ans, et puis voilà, pour lui, le chemin lui paraissait énorme, et puis je crois qu'il avait pas ce courage de faire ça. Après voilà, c'est une question de volonté. Mais pour toi, ça a été un tremplin pour te dire, j'ai envie de vivre ma vie comme je l'entends et de réaliser mes rêves. Ça a été un gros ancrage pour toi? Une prise de conscience, ouais, tout à Ouais. fait. Ok. Ok, ok. Et donc, quelle était la première étape dans ton parcours? Quelle était la première flamme, le premier moment où tu as réalisé quelque chose? C'est ton premier rêve, ton premier. Bah écoute, la première petite victoire, ça a été de monter sur scène quand j'ai fait mes premiers cours de théâtre et que j'étais adolescent et que je montais des pièces avec des amis, que j'avais des rôles, etc. C'était voilà, c'était déjà des petites victoires, d'affronter un public, de savoir gérer sa respiration, projeter sa voix, gérer les impondérables. Ça, c'était déjà énorme de pouvoir faire ça en ayant 12, 13, 14 ans. Et puis après, j'ai voulu aller plus loin. Et puis, je me suis dit que j'avais des facilités et que moi, mon rêve suprême, c'était de rentrer à la télévision. Et tout le monde me disait, mais attends, mais rêve pas, tu n'y arriveras jamais parce que tes parents sont pas du tout dans la télévision, parce que tu n'as pas de piston, parce que tu connais personne, parce que on ne t'attend pas. Il y a beaucoup de, c'est toujours la phrase, tu sais, il y a beaucoup de candidats, mais peu d'élus. Enfin, voilà, et toutes ces phrases débiles quoi, mais qu'on vous ressort tout le temps pour vous faire penser que bah voilà que c'est pas fait pour vous. Et puis moi j'ai forcé le destin, c'est-à-dire que du coup bah j'ai alors la chance que j'ai c'est que j'habite en région parisienne dans le 93. Donc, ce qui est quand même globalement pas très loin de Paris et pas loin de là où se passent les choses, quoi. C'est vrai que si j'habitais enfin, dans la Creuse, ce serait quand même un peu plus compliqué pour rentrer en contact avec les gens. Bon, la chance que j'avais, c'était qu'en habitant dans la région parisienne, je pouvais quand même plus facilement aller rencontrer les gens en prenant le métro, en frappant aux portes des chaînes de télévision, en allant rencontrer les productions. Enfin, il y a aussi, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se donner les moyens de se rapprocher de là où se trouve le cœur du système. C'est-à-dire Mais c'est que, très intéressant ce que tu dis, parce que tu dis, en fait, bon, pour moi, c'était facile, j'étais pas loin. Mais tu as des gens, je pense, qui habitent à côté du studio et qui de France Télévisions et qui n'iront jamais frapper à la porte de France Télévisions. Donc, c'est vachement intéressant. Dans ton mindset, pour toi, c'est, moi, je suis pas loin, c'est facile. Tu vois? ouais, c'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai habité pendant très longtemps rue Boileau dans le village d'Auteuil à Paris dans le 16e et mon immeuble était voisin de la station de radio Énergie. Et mon rêve, c'était d'aller voir ce qui se passait dans l'immeuble à gauche. Et en fait, j'y suis jamais allé Fou, parce que ça. j'avais pas faim, parce que Ouais. j'étais pas affamé, j'avais pas cette niaque, j'avais pas, voilà, et parce que j'avais un poste à la télé, j'étais à France 2, de l'autre côté du pont du Garigliano, et que du coup, j'étais assez confortable et que je me disais, voilà, j'ai pas besoin d'aller embêter Énergie. Tu Alors regrettes? oui, oui, je regrette Ah, parce c'est que intéressant, ça. ouais, parce que je me dis que il y a des trucs que j'aurais pu faire en plus, quoi. Voilà, Ouais. effectivement, oui, ouais, bien sûr, effectivement, Comme quoi, nos désirs, parfois, il faut leur donner un petit coup de pied au derrière effectivement. pour les réaliser, quoi. Mais comment tu as eu le courage et l'audace, du coup, de rentrer à France Télévisions? Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de toi pour que, enfin, vous étiez hyper nombreux comme candidats, j'imagine. Enfin, c'était quoi ton langage interne? Qu'est-ce que tu te disais? Comment tu as maintenu ton focus et tu as réussi? En fait, France Télévisions, c'était assez facile d'y rentrer parce qu'en réalité, quand tu as déjà une expérience télé assez conséquente, c'était le cas avec la TNT, Mhm. quand j'étais sur Direct 8, avant que ça s'appelle C8. Du coup, effectivement, les portes sont quand même plus faciles à ouvrir. La grande difficulté, c'est quand t'as rien à montrer, tu n'as aucune expérience et que du coup, tu es persuadé au fond de toi que tu es fait pour ça. Mais comme du coup, tu peux pas le prouver parce que t'as pas fait ce métier-là, du coup, bah, c'est compliqué de convaincre les gens. Alors,
Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que, et ça, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Je me suis expatrié pendant un an où je suis allé en Belgique pour passer des castings. Et c'était un peu plus facile sur le marché belge parce qu'il y avait, à l'époque, c'était en 2003. Non, c'était en 2001, pardon. Donc, c'était il y a 21 ans. C'était en 2001 et j'ai un repère par rapport à ça, c'est le 11 septembre. Il se trouve que j'ai fait un casting en juillet 2001. Et sur 100 candidats, il y avait une place. Et moi, à l'époque, je gagnais pas beaucoup d'argent. Le Thalys était déjà assez cher déjà à payer, même si donc à l'époque j'habitais Paris et je devais payer mon train aller-retour Thalys donc dans la journée pour aller passer ce casting à Bruxelles. Ouais, donc c'était un effort pour toi. C'était C'était un un réel effort effort. financier, voilà, c'était un Ouais. effort financier parce que j'étais pas, non, enfin, j'étais en plus au chômage et je gagnais pas très bien ma vie et puis j'avais pas beaucoup d'argent. Donc, quand tu dois mettre, je sais plus comment c'était, mais enfin, c'est vrai que le Thalys, c'est pas donné. Et donc, je dis au gars qui me donne le tuyau et qui me dit, tiens, il y a un casting pour toi en Belgique. Je dis, bah, écoute, je suis pas sûr d'y aller parce que comme, du coup, bah, c'est vrai que déjà, je préférais être animateur télé en France parce que c'est mon pays Mhm. où je vis. Et puis, d'autre part, c'est vrai que bah, Bruxelles, il faut y aller, etc. C'est cher, etc. Et il me dit, écoute, c'est simple. Lui, c'était un agent d'artiste. Il me dit, écoute, si tu n'y vas pas, bah, je te donnerai plus plus aucun tuyau. Je te donnerai plus jamais aucune idée, aucun contact. Et puis, bah, tu te débrouilleras tout seul. Donc, il m'a menacé. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, il faut que j'y aille parce que c'est vrai que s'il me dit qu'il y a un plan là-bas et qu'il y a un casting là-bas, faut y aller. Donc, du coup, je prends mon billet de train et j'y vais. Il y avait 100 candidats. Et il y avait juste une place et je décroche la place. Voilà. Donc ça, c'est la petite anecdote. Et en fait, pendant tout l'été 2001, je suis coaché parce que j'avais jamais fait de télé, j'avais jamais fait d'antenne, donc je suis coaché. On fait des simulations. C'était une chaîne de téléachat. Donc, du coup, on fait des simulations, des démonstrations de vente de produits, etc. Voilà, en veux-tu, en voilà. Et puis après, on me met en binôme sur des émissions en direct, mais avec une animatrice voilà, qui me prend sous son aile. Et donc, du coup, j'anime avec elle en direct. Hein, voilà. Donc, ça, c'était au mois d'août. Voilà. Et puis, début septembre, mon directeur d'antenne, qui s'appelait Yves, me dit, Théo, ben voilà, maintenant, bon, ça y est, tu as été coaché, on a fait les simulations, on a fait les démonstrations, tu as fait de l'antenne avec une animatrice, plusieurs heures et tout. Bah, maintenant, il faut que tu sois tout seul à l'antenne parce tu peux pas toujours être à deux. Donc, du coup, bah, tu vas commencer mardi prochain. Et donc, du coup, bah, le fameux mardi prochain, je démarre à l'antenne, il est 15 heures en direct. Je sors du plateau à 16 heures, tout content, heureux d'avoir réussi pour la première fois ma prise d'antenne seule en direct, en live, sur une chaîne voilà, qui était regardée par des téléacheteurs Ouais. qui était d'un certain âge déjà. Et je dis à mon directeur d'antenne, alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Il me dit, bah écoute, j'ai pas regardé. Je dis, mais attends, c'est incroyable. Ça fait depuis tu me coaches depuis tout l'été, ça fait 2 mois que tu me coaches. Et là, le premier jour d'antenne, tu regardes pas, la première fois où je suis tout seul en direct. Et il me dit, bah non, mais regarde ce qui se passe à l'écran. Et c'était le deuxième avion qui se crachait de la deuxième tour du World Trade Center. Donc, c'était le mardi 11 septembre 2001. C'était mon Ah ouais, premier donc tu jour as, un d'antenne. ancrage de dingue là. Sa première émission, le Voilà, 11 tout seul en septembre. direct. Voilà. Et donc, du coup, cette chaîne, alors, c'est l'effet papillon parce que cette chaîne qui appartenait au groupe Kirsch, qui était un groupe de communication allemand, en fait, il se trouvait que le capital appartenait à un fonds de pension américain. Et suite au 11 septembre, eh bien, le fonds de pension américain, qui était constitué de petits retraités américains, ils ont eu peur, ils ont retiré leur bille et la chaîne a fermé quelques semaines après. Un truc de fou. Donc vraiment, ouais, vraiment un truc de fou. J'ai fait 6 mois, j'ai fait 6 mois en Belgique et ils avaient investi énormément. Les studios étaient tout neufs, c'était Anderlecht, tu sortais de la gare de Bruxelles Midi, ils avaient un building, un bâtiment entier. Enfin, c'était une chaîne sur laquelle ils avaient vraiment misé. C'était l'essor, il faut se remettre dans le contexte aussi, c'était l'essor du téléachat en Belgique et ça cartonnait. Enfin, ils vendaient en direct des trucs hallucinants et c'était les débuts du téléachat. C'était il y a 21 ans. Et ça n'existait pas. C'était une chaîne qui avait été créée à l'époque par Pierre Bellemare. Et c'est lui qui avait importé le téléachat en Belgique depuis la France. Et c'était un tout nouveau concept. Voilà. Et ils avaient pris un animateur francophone qui parlait français sans accent belge. Parce que comme il se développait sur le satellite avec TPS, qui prenait un essor fou également à l'époque, et que du coup, grâce au satellite, le marché français pouvait avoir accès à cette chaîne-là, et bien du coup, il m'avait choisi moi pour animer les émissions avec un français sans accent belge. Ouais, c'est du track, évidemment, parce il faut gérer tout ça, et l'adrénaline et tout. Mais c'est un carburant aussi, ce track-là. Donc, moi, j'ai toujours voulu, voilà, apporter un peu d'optimisme et essayer voilà, d'égayer les foyers.
avec. Ça vient d'où cette envie d'apporter de l'optimisme, d'aider les foyers? Parce qu'on le ressent aussi dans tes chansons, tu vois, dans la musique que tu crées, il y a apporter du bonheur. Il y a aussi, j'ai vu dans ton dernier, c'est un single que tu as sorti, là, plus connecté à la souffrance des gens aussi. Et en fait, ça vient d'où, en fait, ce désir d'amener, tu vois, un peu de lumière, un peu de chaleur? Est-ce que Ça ça vient de vient de ma ton mère. enfance? Ça Ça, vient de ça ta vient, mère? ça vient de ma mère qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais c'est son plus bel héritage. Elle est décédée très jeune du cancer du sein Ouais. et elle a lutté pendant 13 ans avec des chimiothérapies, etc. Et elle était elle-même médecin, donc c'était une humaniste. Elle soignait les gens même gratuitement. Elle était ophtalmologiste et elle soignait les gens. Elle leur donnait beaucoup. Elle aimait ses patients et elle s'est battue jusqu'au bout contre son cancer. Et elle y croyait, elle voulait faire croire en tout cas à ses enfants que voilà, et que combative comme elle était, c'était vraiment une femme de vraiment extrêmement combattante, avec beaucoup de voilà de pugnacité. En plus, elle avait la foi, elle allait à l'église tous les dimanches et tout. Donc, elle était voilà, elle croyait en ça, elle était optimiste elle-même. Et je crois que voilà, son plus bel héritage, c'est de m'avoir livré ce cadeau-là. Tu Et avais quel âge quand elle est décédée? je venais de rentrer chez Drucker, c'était en 2009. En fait, elle m'a vu 2 semaines chez Drucker, elle était soulagée avant de mourir. C'était juste, enfin, c'est incroyable ces moments de synchronicité dans la Ouais, en vie. fait, c'est ce que j'appelle la dualité. En fait, c'est que souvent, j'ai des clients qui vivent vraiment une puissante expansion avec des grands moments de joie. Tu vois, ils sont en train de réaliser leurs rêves. Et en fait, à côté, dans leur vie, alors, c'est pas une fatalité, hein, mais ils vivent des gros challenges et des grandes souffrances. Et il y a pas longtemps, j'ai une de mes clientes qui me dit, mais là, je suis en train de vivre une grande expansion, un grand moment de joie. Elle dit, j'ai peur de me prendre une claque. Je dis non. En fait, tu vas pas te prendre une claque, tu vas pouvoir vivre à la fois ça. Et s'il y a des challenges, c'est la dualité, arriver à le gérer. Et en fait, je crois que en fait, plus tu évolues, plus tu peux gérer de complexité avec moins de complications. Et le gros challenge, c'est justement dans ces moments de dualité, d'arriver à continuer à vivre dans la dualité et à continuer à savourer ce qui est génial dans la dualité et puis vivre ses deuils, ses souffrances dans cette dualité sans oublier que il y a les deux en même temps en fait. Conversation. À chaque fois que je réalise une action, je suis récompensé. À chaque fois que je fais quelque chose qui va dans le sens de mon projet, j'ai tout de suite, mais c'est pratiquement instantané. Enfin, c'est le lendemain ou enfin dans la semaine enfin c'est immédiat. Et du coup, j'ai une réponse positive. Et donc, en fait, du coup, ce qui m'incite à être dans l'action, c'est à me rappeler toutes mes précédentes victoires, mes précédents succès, en me disant, mais puisque tu sais qu'à chaque fois que tu agis dans le sens de ton projet, bah, du coup, tu es récompensé, bah, vas-y, fonce, bouge-toi, envoie une lettre, fais quelque chose qui va dans le sens de ton projet ambitieux. Donc, parce qu'on a tellement d'occasions de se décourager, de baisser les bras, voilà, de se dire, ah non, mais voilà, que du coup, souvent, on n'agit pas. Et souvent, du coup, on laisse la vie décider pour nous et on se dit bon bah voilà allez je laisse passer du temps parce que de toute façon là c'est vrai que là je suis au chaud, j'ai ce qu'il faut pour manger, j'ai un toit, etc. Donc pourquoi vouloir plus finalement. Mais en fait finalement la vie est tellement courte que on n'a pas le temps de laisser filer le temps comme ça. C'est intéressant, je pense que tu t'en rends pas compte, mais tu as une sagesse, une manière, parce que c'est naturel chez toi, de te driver et de te centrer comme ça, quoi. Hmm. Alors, moi, j'ai donné un truc, si tu n'as pas le temps de méditer, qui marche bien pour moi, tu pourras le tester. C'est quand j'ai la tête pareil, tu vois, il y a trop de choses, et puis parfois, c'est des choses qui sont pas cool, tu vois. Je me ferme les yeux, je me pose et je me dis, j'ai la tête remplie d'amour. J'ai la tête remplie d'amour. Et en fait, c'est comme si ça me rallumait la lumière dans la tête, en fait. Ça me nettoie. Tu vois, c'est comme l'eau, mais dans la tête. Et ça permet de... Et c'est moins long que la méditation. C'est- Bah, j'ai aussi autre chose pour me programmer très rapidement, juste avant effectivement un rendez-vous important, stratégique, où il y a beaucoup d'enjeux. Mais c'est pareil, hein, enfin, ça rejoint un peu l'idée. C'est c'est la méthode Coué, mais c'est la méthode Coué où je me répète 20 fois une phrase qui est une sorte de mantra.
Et donc, le fait de se programmer avec un mantra qui est propre à chacun. Après, chacun choisit son mantra. Il faut que ce soit à la forme active, à la forme affirmative. Il faut que ce soit, voilà. Mais moi, par exemple, c'est donc de jour en jour sur tous les plans, je vais de mieux en mieux. De jour en jour sur tous les plans, je vais de mieux en mieux. Voilà. Et le fait d'avoir cette phrase-là qui inclut tout, il y a de jour en jour, donc il y a l'aspect temporel, sur tous les plans, ça englobe tout, hein, c'est la polyvalence, je vais de mieux en mieux. Et le je vais, il est très important parce qu'on est dans un verbe de mobilité. Ouais. Donc on est dans l'action, dans le dynamisme. Et de mieux en mieux, ça ne peut voilà, Ouais. ça ne peut qu'être toujours meilleur. Et tu as Donc, envie de continuer à avancer parce que tu sais que c'est de plus en plus fun, quoi. Bon, merci Théophane. Et merci Astrid. écoute, c'était vraiment un très, très grand plaisir. Et ben, écoute, on se retrouve très bientôt. Très belle Merci, soirée. merci à toi, bravo pour ce que tu fais.